Bien, nous sommes en train d'étudier ce qui distingue une philosophie de l'un d'une philosophie de l'être, et plus précisément maintenant ce qui distingue la philosophie de l'essai thomiste de la philosophie du Sein heideggerien. Et nous voyons ce qui oppose ces doctrines, ces philosophies, ces pensées de l'être, et en particulier ceci que la pensée thomiste de l'essai est une pensée pour laquelle l'être est comme un acte au cœur de l'étang. Que l'être est même l'acte de l'étang, l'actus entis. Et non un actus essendi qui serait indépendant, comme ça, qui volerait suspendu sans être l'acte d'un étang. L'acte qui unifie du dedans tout ce qui compose l'étang et le constitue comme tel. L'étang est. Et il est en vertu d'un acte d'être propre qui est un coup d'arrêt de ce qui, sans lui, nous l'avons dit, se diviserait sans fin. Cette division commencerait par cette séparation déjà dans l'étang lui-même de l'être et de l'essence, comme si l'étang se composait lui-même d'étangs qui se composeraient eux-mêmes d'étangs, et ainsi infiniment, sans fin. Donc une division à l'infini dans laquelle l'étang s'engouffrerait. Cette séparation, donc cette division, explique que dès qu'il s'agit de dire ce qu'est l'être de l'étang, Heidegger reste prisonnier de son rejet de l'essence qui permet à l'étang de recevoir sa signification, on verra. L'étang sans l'essence se retrouve jeté chez Heidegger dans un monde sans signification et se réduit à être là, voire le là lui-même, comme il dira dans sa lettre sur l'humanisme. On dira que l'être là, il vaudrait mieux dire, dans un français impossible, l'être le là. Voilà, qui existe, jeté devant lui-même, arraché à lui-même, comme il est à l'essence. Donc, à l'opposé de cette pensée, Heidegger, saint Thomas conçoit la relation entre l'être et l'essence comme une composition au cœur de l'étang. Composition réelle, et il vaut mieux dire composition que distinction même réelle. Une compositio realis. Cette composition unit les éléments constitutifs de l'étang qui se distinguent l'un de l'autre, mais sans se séparer, et s'unissent sans se confondre. L'essence et l'être ne sont pas deux étangs, deux choses. L'étang sans l'essence ne signifie rien, sans l'être, il n'est pas. L'être est l'acte de l'étang. Actus entis. L'expression se trouve dans le De Veritate. Un acte de l'étang déterminé par une essence. C'est pourquoi il ne peut devenir ni être, ni un autre. L'étang ne peut être autre que ce qu'il est en vertu de son acte d'être, qui est au plus intime de lui-même, ce qu'il y a de plus profond, dit saint Thomas, qui lui est propre. Car en effet, l'étang est où il n'est pas. C'est l'être qui fait que l'étang est. S'il est, en plus d'être,
il est ce qu'il est. Être et essence. L'étant est composé d'être et d'essence. On peut dire que Pierre est et qu'il est un homme. On ne peut dire toutefois ce qu'est un phénix et conclure qu'il est. C'est-à-dire un étant réduit à une essence, mais sans l'être. Un étant sans l'être n'est pas. Il faut distinguer ce que les choses donc sont, ce qui les détermine comme telles, à savoir leur essence, et leur fondement réel, leur être, qui s'ajoute à l'essence du dehors. Les étangs sont dans les limites de ce qu'ils sont, c'est-à-dire de leur essence. Il n'y a pas un étang qui soit comme le Dasein sans être quelque chose qui est. Quoi. Et donc tout ce qui est reçu, tout ce qui est reçu selon le mode de ce qui reçoit. Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Il s'ensuit que l'on peut dire que tous les étangs sont, et dire qu'un étang n'est pas l'autre, mais aussi qu'ils ne sont pas tous de la même façon. Il y a des aspects, les étangs sont divers, multiples, et il s'agit de comprendre comment, justement, de comprendre cette multiplicité, comme n'étant pas une division, un non-un, qui ferait que cette multiplicité serait chaotique et inintelligible. C'est ça, l'étang qui se diviserait, séparer de lui-même, comme ce Dasein, quoi, voilà, jeté dehors, arraché sans cesse à lui-même, faisant l'expérience de son propre néant à chaque instant, qui s'ouvre sous ses pas comme un abîme. D'où l'angoisse, dans lequel, évidemment, le Dasein se révèle à lui-même comme un être jeté dans le monde. Saint Thomas, lui, va reprendre Aristote en allant plus loin que lui, parce qu'Aristote, lui, se contentait de distinguer la substance qui est en soi et les accidents dont l'être est d'être dans la substance, une substance donc composée de matière et de forme, et qui se divise elle-même en puissance et en acte, selon qu'elle est en puissance ou selon qu'elle est en acte. La blancheur, donc, n'est pas comme l'aidos de Platon, l'idée en soi. Elle est dans la chose blanche, pas dans un monde intelligible, une essence pure qui absorbe toute la réalité. L'aidos, pour Platon, c'est le réellement réel. Et elle peut être, la blancheur, elle peut être aussi dans l'intellect qui l'intellige, indépendamment de la réalité. Il faut donc distinguer l'esse in re et l'esse in intellectu. C'est-à-dire donc, il faut distinguer finalement, on le verra, une vérité d'ordre propositionnel, logique, formel, où le mot être a le sens d'une copule, simplement, qui permet de relier un prédicat à un sujet, et puis un jugement d'existence. Quand je dis Pierre est, ce n'est pas la même chose que de dire Pierre est un homme. Pierre est. On verra cela. Donc cette distinction recoupe la distinction entre l'être et l'essence. Voilà ce qu'il faut retenir. L'intellect saisit ce qui est universel et distingue ce qui est uni dans la réalité. Voilà ce que je veux dire. Il distingue l'être et l'essence, la matière et la forme. Mais ce qu'il distingue, il le distingue
intellectuellement, parce qu'il lie l'intelligence, l'intellect, l'intellectus, intus legere. C'est lire à l'intérieur des choses ce qui compose ces choses. Donc l'être et l'essence, par exemple, la matière et la forme. Mais ce que l'intellect distingue, intellectuellement, demeure uni, entitativement, ontologiquement, dans la substance, dans l'état singulier, en acte. Donc, l'intellect distingue, oui, mais sans séparer ce qui est dans la réalité, de manière réelle. Ainsi, l'être peut se prendre au sens d'esse in re, il est un être unifié, et l'esse in intellectu, sans confusion. On va distinguer ce qui est dans l'intellect, ce qui est conçu par l'intellect, et l'esse in re, considéré en lui-même dans son unité réelle. Ce qui est intelligé ne se trouve pas dans l'intellect, in intellectu, comme dans la réalité, in re. L'intellect ne devient pas rouge en percevant la couleur rouge d'une chose. Rouge appartient à la chose, à la réalité. Et l'intellect distingue, en effet, dans cette chose où sont unis indistinctement la chose et sa couleur, ce qui reste uni donc dans la réalité. L'intellect le distingue, mais sans que lui-même, évidemment, intellige, n'est-ce pas, sans se confondre avec la réalité, justement, en maintenant la réalité dans la chose. Ce n'est pas parce qu'il est intelligé que l'étant est. C'est parce qu'il est intelligé. L'intellect lie à l'intérieur de ce qui est et distingue ce qui rend intelligible, ce qui est, à savoir, la forme. Mais l'intellect ne tire pas la forme de l'étant, donc qui est composé de matière et de forme. L'intellect ne tire pas la forme de l'étant comme l'en sortant, pour ainsi dire, comme une chose pour la placer en lui, comme dans un contenu, un contenant. La forme demeure dans l'étant, composée indissociablement de forme et de matière, et reste un dans la réalité. Donc c'est toute la vérité de l'illémorphisme aristotélicien, accueilli par saint Thomas. Et il est nécessaire, je cite, affirme saint Thomas, de considérer si tous les étangs sont réduits à quelque chose d'un ou non. Il n'y a aucune différence à faire entre réduction à un étang ou à l'un, parce que tout un est en quelque sorte un étang, et tout étang est un en quelque sorte. Je vous épargne la citation en latin, vous aurez le texte pour aller plus vite. En d'autres termes, ens et unum convertuntur. L'un n'est pas au-delà de l'être, de l'étang. Dans l'étang, l'un n'est pas au-delà de l'être. Parce que l'un n'est pas au-delà de l'être. L'un et l'être convertuntur. Et donc, l'être est toujours une réalité une. Et l'intellect se révèle à lui-même, au moyen d'ailleurs des sens qui sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde et qui le mettent en contact avec la réalité extérieure, en s'interrogeant sur la nature de ce qui est. Mais rien ne se trouve dans l'intellect qui ne soit passé par l'essence, comme on dit. La première rencontre de l'intellect avec ce qui est, l'étant, se heurte à la résistance de la res, la chose, la constante présence de l'être qui se rend présent à la vie de l'esprit et anime la pensée au sens n'est-ce pas, vital, si on peut dire, du terme.
La pensée effective, oui, est toujours pensée de ce qui est. C'est ici que saint Thomas intègre l'enseignement d'Avicenne, hein, selon lequel primo in intellectu cadit ens ut avicena dicit. Hein. Ce qui tombe d'abord dans l'intellect, c'est l'étant, comme dit Avicenne, c'est ce qui est. Ouais. L'intellection est toujours l'intellection de ce qui est. Ouais. C'est ce qu'on appellera aussi, et d'ailleurs dès Avicenne, l'intentionnalité de la conscience, de l'intelligence. Une intentionnalité, une visée. L'intellect est toujours tourné vers ce qui le justifie, sa propre fonction d'intellect. D'ailleurs, si l'intellect, et ça c'est une considération que nous ferons, n'était pas intellection de ce qui est, et éveillé à lui-même grâce à ce contact avec le réel extérieur à lui-même, l'intellect serait intellection de soi. Intellection de soi et se confondrait avec l'être qu'il est. L'être serait l'intellect en s'intelligeant lui-même se donnerait l'être qui est l'être d'un intellect. Et d'ailleurs, on verra que on verra ça dans la doctrine d'Avicenne, justement pour Avicenne, qui sera rattrapé par le néoplatonisme, la philosophie de l'un ne pouvant s'intelliger lui-même, car s'il s'intelligeait lui-même, il cesserait d'être un, il se dédoublerait, il se verrait en face. C'est qui ça? Donc, c'est Plotin qui dira l'un est au-delà du nous, de l'esprit, de l'intellect. Et Avicenne va lui emboîter le pas en disant, en effet, l'intellect, c'est la première hypostase en dehors de l'un, qui s'intellige lui-même pour intelliger l'un. Aussi, plutôt, c'est l'un, n'est-ce pas, qui voudrait s'intelliger, mais qui ne peut s'intelliger que du dehors de lui-même pour rester un. Donc, l'intellect apparaît comme cela, n'est-ce pas, de l'extérieur de l'un, pour intelliger l'un, mais il n'intellige l'un qu'en s'intelligeant l'un, en s'intelligeant lui-même. L'intellect s'intellige lui-même en intelligeant l'un. Mais l'un qui demeure au-delà de l'intellect, tourné vers l'un. L'intellect est tourné vers l'un, on reviendra à cela, et puis l'intellect qui s'intellige lui-même, pour Avicenne, on le verra, s'intellige grâce à un autre intellect qui s'intellige lui-même en intelligeant l'intellect. Donc il y a un autre intellect qui apparaît, et puis ainsi de suite, tous les intellects s'intelligent grâce à un autre intellect, et jusqu'à l'intellect agent, qui est épuisé d'intelliger, va se retrouver dans la matière, se reposer, si on peut dire, dans la matière. L'agent, l'intellect agent va produire le monde matériel, le monde multiple, et ce sera l'intellect agent qui va jouer un rôle intéressant, important dans la suite. Mais pour dire tout cela, donc, que plus tard, voyez-vous, cet intellect qui est l'un, pour ainsi dire, s'intelligeant de l'extérieur afin de ne pas, parce qu'il ne peut pas s'intelliger lui-même sans cesser d'être un. Et donc, les philosophes chrétiens, le néoplatonisme chrétien va assimiler le plotinisme